Bonjour? Oui, c'est bon. Bon, bonjour à tous et toutes, bienvenue. Bienvenue à cette journée d'études, organisée par Caroline Bernard, tous ces étudiants et le laboratoire prospectif de l'image. Je voulais juste vous dire en intro que la journée, on a décidé de retransmettre la journée donc sur le YouTube de l'école et la journée est également enregistrée. Ce qui veut dire que si, lors des échanges et des prises de parole, vous ne souhaitez pas être enregistré, il suffit de le signifier et on vous coupera évidemment au montage. Voilà. Je vais donc laisser Caroline faire sa présentation. On a une intervenante qui sera en visio malheureusement. Qui n'a pas pu venir compte tenu des événements. Pardon. Et voilà, on aura une pause également à 10h30 qui se déroulera donc à l'accueil. Je te laisse prendre le micro, Caroline. Attends, on va se placer. Voilà, vous m'entendez? Super. Merci d'être là. Voilà. Donc bonjour à tous. Effectivement, on est ici dans le contexte du laboratoire prospectif de l'image. Et donc dans la poursuite d'un séminaire qu'on a recommencé, qui a lieu chaque année, qui était vraiment teinté par une dominante, c'est-à-dire la présence de Guillaume Pascal, chercheur et artiste actuellement en doctorat à l'UQAM, et qui nous a embarqué pas mal cette année autour des imaginaires spatiaux et de l'imaginaire donc de son doctorat et de sa thèse. Et on va du coup en reparler assez régulièrement aujourd'hui. Je vais introduire un peu la journée et puis je vais me lancer dans une intervention que je ne serais qualifiée de conférence ou de semi-performance ou d'espace du doute et du flottement dans lequel je suis actuellement. Doute et flottement, pour être très honnête, qui ont été vraiment intensifiés par la crise que nous traversons actuellement en France et qui n'a pas été sans en permanence me poser question. Voilà. Alors, la question d'aujourd'hui, c'est comment habiter? Pourquoi le laboratoire prospectif de l'image réunit une géologue terrestre et extraterrestre, un psychiatre. Je vais basculer 2 secondes. Voilà. Je reprends. Pourquoi le laboratoire prospectif de l'image réunit une géologue terrestre et extraterrestre, un psychiatre, une professeure égale étudiante en épistémologie et compose pour artistes, 2 artistes-chercheurs et une curatrice? Comment passer de la prospection de la sonde Curiosity sur la planète Mars à l'ouverture de squats d'urgence pour les sans-abri atteints de troubles psychiques dans la ville de Marseille? C'est par ce grand écart supposé que nous souhaitons parler d'habitabilité, habitabilité du monde, habitabilité de nos quartiers, de nos institutions, ou encore habitabilité de nos pratiques artistiques. Comment habiter? Comment, par exemple, habiter les crises actuelles, si ce n'est en tentant des connexions atypiques, en essayant d'ouvrir des espaces de pensée en constellation entre l'art, la géologie martienne, la science-fiction, le tremblement, les psychés humaines ou non humaines? Alors aujourd'hui, je vais m'ancrer comme beaucoup d'artistes en ce moment. Je ne sais pas, on a toujours besoin de s'ancrer quelque part. Dans le texte de Vivre de Donna Haraway, Vivre avec le trouble, je vais essayer de dépasser ce texte-là pour prendre un positionnement singulier qui serait celui de ma pratique d'artiste-chercheuse. Mais je cite donc ce passage de Donna Haraway. Quelles questions nous permettent de réfléchir à d'autres questions? Quelle histoire racontons-nous lorsque nous racontons d'autres histoires? Quels nœuds, nous, d'autres nœuds? Quelles pensées pensent des pensées? Quelles descriptions décrivent des descriptions? Quels liens sont des liens? Tout cela compte. Quelles histoires font des mondes? Et quels mondes font ces histoires? Cela compte aussi. Accepter le risque d'une contingence implacable. Et moi, ce qui me touche profondément dans ce texte, c'est effectivement que le nerf de la guerre serait pas tant de pointer ou désigner une chose de façon certaine, comme l'habitat ou l'habitabilité ou l'individu, mais plutôt d'aller regarder du côté des interactions, des connexions, des relations. Et de s'intéresser, comme dit Haraway, aux relations entre les relations qui nous exposent au risque d'autres relations et qui, depuis, génèrent des mondes distincts et inattendus.
Le titre de la journée, Comment habiter, est porté sous la forme d'une question, car l'idée, c'est vraiment d'essayer d'amorcer avec vous, depuis l'ensemble de nos interactions, des suites de questions peut-être, et pas des débuts de réponses, si on ne veut rien venir calibrer, on va dire, sédimenter inutilement. Alors cette conférence s'appelle, je ne sais pas si c'est une conférence, pas sûr. Bon, cette suite d'idées s'appelle l'épuisement comme principe d'habitabilité. Et dans cette intervention, l'idée est de s'attacher à des expériences et des performances qui travaillent sur l'épuisement comme moyen de déployer des nouvelles formes d'habitabilité. Alors, je serai non exhaustive, partielle. Je vais laisser beaucoup de notions au bord de la route parce que je ne pouvais pas tout prendre, je ne pouvais pas charger mes épaules de tout. Et tout ceci s'inscrit depuis une pratique de chercheuse et d'artiste. Et donc, je me permets tout un tas de sauts quantiques notionnels et conceptuels de façon tout à fait joyeuse. Ça ne me dérange pas, voilà, tant pis. L'autre jour, j'expliquais à Emma Biget, notre invitée, avec qui j'ai signé un projet en novembre, à quel point je me retrouvais dans un vrai stress de venir exposer ici ces quelques bribes de pensée. Et Emma m'a dit, la pensée, c'est dénudant. Dénudant. Voilà, donc je me sens assez dénudée. On reviendra peut-être sur le concept après. Alors j'ai commencé, je vais faire comme tout le monde, j'ai cherché dans le dictionnaire, enfin bref. Et donc j'ai commencé par des définitions. On peut habiter quelque chose au sens de le hanter, on peut être habité par un sentiment. Mais nous, aujourd'hui, on va vraiment s'attarder à la définition spatiale. Comment on habite des espaces ou comment on habite l'espace. Habiter, c'est fréquenter habituellement un lieu, occuper une demeure. On habite un appartement, un quartier, un pays, un désert. L'habitat semble se définir en fonction d'une échelle par laquelle cet habitat est décrit. Mais moi, je vais m'attarder aujourd'hui à regarder l'habitabilité depuis des notions de relation et d'intrication entre le bâti et le vivant. Alors, sur cette notion d'intrication, la première pensée qui m'est venue, c'est le texte de Tim Ingold, l'anthropologue, dans son ouvrage Faire, sur la fameuse expression « l'arbre cache la forêt ». Pour voir la forêt, semble-t-il, il vous faut sortir de l'environnement de la forêt et la regarder de loin, depuis le sommet d'une colline nue, par exemple, ou même depuis le ciel. Vu de loin, chaque bosquet semble avoir été positionné comme une pièce de mosaïque déposée à la surface du sol. De près, c'est voir chaque arbre, non pas comme un individu isolé et circonscrit, mais comme un bouquet de fibres bien serré dans un tronc, se déployant au-dessus du sol jusqu'à la canopée et en dessous par ses racines. Ce n'est plus seulement voir la forêt comme une mosaïque d'entités individuelles, mais comme un labyrinthe de lignes. Ces lignes sont si emmêlées les unes aux autres qu'il est à peine possible de dire avec certitude où chaque arbre se termine et où le reste commence. L'écorce fait-elle partie de l'arbre? Si oui, qu'en est-il alors des insectes qui l'envahissent ou de la mousse qui s'y accroche? Et si les insectes en font partie, pourquoi ne pourrait-on pas inclure l'oiseau qui y fait son nid, ou même le vent qui fait trembler les branches et bruiter les feuilles de manière si particulière? Ainsi, la notion d'habiter semble parfois circonscrire ou désigner un espace, un habitat, mais les choses sont en fait plus intriquées. Et cela dépend finalement d'une certaine pratique de cet espace ou de l'échelle d'observation ou de désignation, de loin comme de près. On peut désigner un appartement sur un plan de cadastre ou commencer à le penser depuis ses interactions avec les appartements voisins ou depuis l'air climatisé qui le traverse. L'habitabilité, c'est la qualité de ce qui offre un espace suffisant à occuper. La qualité de ce qui est habitable en raison des conditions qu'on y rencontre. L'habitabilité, aujourd'hui, on va la parler depuis la complexité des relations et des intrications. Au sens de la complexité chez Deleuze, la complexité se définit à l'opposé de la complication par son caractère irréductible, donc quelque chose qu'on ne peut pas réduire. Et on ne peut pas modéliser. J'aurais voulu parler des modèles aujourd'hui, mais j'ai fini par couper la partie. Voilà. Mais je suis sûre que Guillaume viendra sur la question des modèles un petit peu. Donc on va partir du principe, à l'image de la forêt d'Ingold, que le tout est plus grand que la somme des parties et que quelque chose va nous échapper.
L'autre jour, pour essayer de me préparer sur la question des imaginaires spatiaux, j'ai fait toute la série des documentaires sur Arte, et notamment un documentaire sur les exoplanètes. Et il y avait un scientifique qui disait « On sait ce qu'il y a dans la vie, mais on ne sait pas ce qu'est la vie. » Donc le tout est supérieur à la somme des parties. On identifie un ensemble de particules ou de molécules qui sont nécessaires apparemment à l'émersion de la vie, à l'émergence de la vie, mais on ne sait pas ce qu'est la vie. Donc l'habitabilité, comme toute autre chose dans ce monde, est plus que la désignation, évidemment, de la capacité de l'appartement, du pays, de l'école d'art ou de l'état mental à accueillir. Toujours dans ce lien avec cette forêt d'Ingold. Aujourd'hui, on va traverser la notion d'habiter et par extension d'habitabilité à différentes échelles de perception ou de désignation. Les temps et les espaces géologiques avec Violaine Sauter, les temps et les espaces de la gravité et autre chose avec Emma Biget, le temps et l'espace de la santé mentale avec Vincent Girard, et encore les dérives programmées avec Guillaume Pascal. Alors l'habitabilité de la planète Terre, j'essaie de me mettre plus à l'aise, c'est une question archi-contemporaine qui nous préoccupe à tout à chacun au quotidien. Et moi, je vais repartir un peu depuis l'espace de ma pratique. Et donc, le 21 mai 2022, le soir de la dernière du spectacle At the End You Will Love Me, enquête sur l'impossible guérison, portant sur les voies alternatives à la psychiatrie, je fais un mouvement de tête, de panorama sur la terrasse du théâtre Saint-Gervais à Genève. Et parmi les gens qui ont assisté au spectacle, je reconnais des soignants, des personnes vivant des troubles psychiques, des représentants d'associations, des chercheurs et des chercheuses de France et de Suisse, mon directeur de thèse, des amis, des collègues, de la famille, une spécialiste du jeune thérapeutique venu de Russie, des professionnels de la culture mêlés à des inconnus. Et donc, tout ce travail d'enquête et de quête sur la possible ou l'impossible guérison concernant finalement l'accompagnement d'un ami depuis son diagnostic de la schizophrénie s'est cristallisé là, dans cette espèce d'épiphanie à la fin du spectacle, en me disant finalement c'est ça mon travail d'artiste chercheuse, c'est une pratique de la connexion. Une pratique de la connexion pour, en aspirant à rendre ce monde plus habitable. Bon, c'est pas à moitié ambitieux d'être artiste, donc allons-y, quoi. Voilà. Ça me fait revenir encore une fois sur Haraway, qui dit « Personne ne vit partout, tout le monde vit quelque part. Rien n'est lié à tout, tout est lié à quelque chose. » Nous dirons plutôt que chaque chose est liée à quelque autre chose qui elle-même est liée à quelque autre chose. Même s'il est possible que nous soyons en dernière analyse tous liés les uns aux autres, la spécificité et la proximité des connexions, avec qui nous sommes liés et dans quelle mesure sont importantes. C'est au sein même de ces relations qu'adviennent la vie et la mort. Tout ce vocabulaire de la relation, de la connexion et du lien ouvre, on le sait, les imaginaires de l'habitabilité. Et c'est la chose dont il va être question aujourd'hui, les choses dont il va être question aujourd'hui. Et donc, je reviens, comme beaucoup de personnes en ce moment, au jeu de ficelle de Donna Haraway, donc, qui explique qu'en langage navarro, le jeu de ficelle est appelé, je ne sais pas, Naalto, je dirais comme ça. Et c'est un jeu, en fait, où depuis une seule ficelle, on peut jouer à plusieurs, on fabrique des figurines. On essaye, par le jeu de tissage des nœuds, de fabriquer des figurines. Il s'agit de créer des figures avec la ficelle entre les doigts, et il y a plein de variantes. Et ces jeux de ficelle sont des manières de penser autant que de faire, des pratiques pédagogiques comme des performances cosmologiques. Haraway renvoie beaucoup aux imaginaires de la science-fiction, et c'est pour ça qu'on la cite aujourd'hui, mais le SF, la science-fiction, est aussi un string figure, un jeu de ficelle. Ce qui m'intéresse là, c'est qu'elle parle de tissage continu. Alors, j'ai pas assez creusé, mais je pense que c'est du tricot, parce qu'il n'y a qu'un seul fil. Donc, si tu trames qu'un seul fil, normalement, c'est du tricot et pas du tissage. Mais bon, j'irai confirmer ça plus tard. Je me suis dit ça hier soir. Et ce qui m'intéresse là, c'est la ramification par les nœuds qui permet de créer des pratiques narratives. Et vous verrez dans la suite de mon exposé, les pratiques narratives sont pour moi un espace de création de l'habitabilité. Raconter des histoires en constellation est une forme de création d'habitabilité.
nous allons voir qu'en matière d'habitabilité, comme dans d'autres domaines, finalement, se raconter des histoires, c'est une pratique fondamentale. Alors, j'ai commencé à me demander quelle était l'histoire de cette journée, et pourquoi Vincent, pourquoi Emma, pourquoi Guillaume, pourquoi Violaine ou pourquoi Maria étaient ici réunis avec nous aujourd'hui, et pourquoi vous, les étudiants, ou encore un certain nombre de membres de ce public. Ah, c'est un clavier français, mais vous savez que... Je sais pas faire avec un clavier français. J'y arrive, pardon. J'ai oublié cette image-là. Alors, je suis obligée de zoomer un peu maladroitement dedans. Je commence un peu comme ça, voilà. Le 5 décembre 1998, c'est le 50e anniversaire de la Déclaration des droits humains. Et je rencontrais Guillaume en Haute-Savoie, Guillaume Pascal, donc ici présent, lors d'une création d'une pièce de théâtre sur le sida. Il portait un costume réalisé avec un bateau gonflable. Le 13 janvier 2002, c'est la naissance de Zita Carmen et je garde son frère Ézéchiel pendant que sa mère accouche. En 2009, O tombe malade. Le 9 juin 2016, je monte dans un blablacar à cause de la grève des trains. Voilà. Ça, c'est important qu'il y ait des grèves en France parce que ça crée des contingences. C'est hyper important. C'est capital, en fait. Il ne faut vraiment jamais perdre de vue qu'il faut des grèves en France. Et donc, je prends le seul, unique blablacar de ma vie pour aller voir O, qui est malade. Et à cette occasion, je rencontre V et Nikolai. Alors, j'ai essayé de dresser un tableau des rebonds et des relations qui nous ont menés jusqu'à être rassemblés aujourd'hui, comme par exemple le fait qu'en 2015, 17 ans après notre première rencontre en France, je retrouve par hasard Guillaume dans un groupe de recherche à l'UQAM à Montréal et qu'il est maintenant mon voisin à Arles. Ou encore le fait que si O n'était jamais tombé malade et n'était pas décédé en 2000, s'il n'était jamais tombé malade en 2009, je ne serais jamais montée dans ce blablacar le 9 juin 2016 et je n'aurais jamais rencontré V et Nikolai et je n'aurais jamais signé de performance et je n'aurais jamais été à Bucarest, je n'aurais jamais travaillé avec des camgirls, je ne serais jamais entrée dans une prison, je n'aurais jamais rencontré Vincent, je n'aurais pas travaillé avec Emma Biget qui s'est retrouvée à créer avec moi Zita Carmen et la filleule de Guillaume, un spectacle en novembre dernier. Et j'ai essayé comme ça, très rapidement, mais j'ai triché, de dresser des jeux de ficelle, parce qu'on est vraiment à l'amorce d'un travail où il y aurait des centaines et des centaines de lignes, et des centaines de rencontres, et des centaines comme ça de choses qui se trament. L'idée étant, si on est dans la logique du tricot de Donna Haraway, de plutôt parvenir à une seule ligne qui se coupe et se recoupe. Ce qui m'intéresse pas du tout là, c'est l'effet papillon. J'ai l'air de vouloir être dans une chaîne causale, une chaîne de cause à effet. Mais pour moi, la chaîne causale, c'est une façon beaucoup trop modélisante de décrire les interactions. Et je m'attache plus à savoir comment mes fils de trame et de chaîne passent, ou comment cela se tricote d'un seul fil, en considérant les notions de synchronicité ou encore les notions de contingence sur lesquelles Guillaume va revenir plus tard. Je me sens beaucoup plus proche de la description du temps schizophrénique, selon Philippe Cadic, dans son ouvrage en introduction Souvenirs. Le schizophrène a tout maintenant, qu'il le veuille ou non, toute la bobine du film lui est tombée dessus, alors que nous voyons défiler celui-ci image par image. Ainsi, pour lui, la causalité n'existe-t-elle pas ? En gros, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de travailler un dépliage de la carte et depuis les connexions et les relations, d'imaginer les millions de récits possibles, mais aussi le fait que les schémas peuvent se lire dans les deux sens. Et ça m'a fait penser, peut-être de façon trop quantique, dans un sens trop violent, au temps causal tel que décrit par Suzanne Sontag par rapport aux causalités du sida. Elle dit on ne meurt pas du sida. C'est une échelle d'observation de dire qu'on meurt du sida. On crée un effet, on crée une cause et un effet, on meurt du sida, alors qu'on ne meurt pas du sida, mais d'un problème de défaillance immunitaire, et on meurt toujours d'autre chose. Et le fait de regarder le monde depuis des chaînes de cause à effet
nous invisibilise un certain nombre d'autres récits possibles et d'autres paradigmes de description possibles. Je suis beaucoup plus intéressée, par exemple, quand on lit de l'autre côté du miroir chez Lewis Carroll, par l'idée que la blessure précède la coupure. Ou encore par des principes d'incertitude qu'on retrouve en science, notamment concernant l'origine, la fameuse origine, et que par rapport au Big Bang, et que la seule chose sur laquelle les scientifiques essaient de s'entendre à peu près, c'est le ici et maintenant, c'est ce présent éternel auquel nous renvoie aussi Philippe Cadic. Alors Haraway parle de cette fameuse responsabilité. Alors, avec un H dans la traduction, pour insister sur le fait qu'il y a une habilité, une compétence. Je pense que ça a été le livre le plus difficile à traduire du monde. Voilà, juste comme ça, intuitivement. Voilà, parce que, et que, petite blague pour les étudiants, quand vous le mettez sur la table, à partir de maintenant, je vais vérifier si vous l'avez lu. Okay. Blague mise à part, je reprends. Donc la responsabilité, c'est le sens de chaque responsabilité se construit à partir de quelque chose dont on doit hériter, dit Haraway, et d'une confiance à créer collectivement. On propose ensemble quelque chose d'inattendu et on accepte des contraintes que l'on n'avait pas demandées, mais qui découlent de la rencontre. C'est ce que j'appelle cultiver les responsabilités. Et ça m'a beaucoup touché ce texte parce que ça fait un moment, et dans mes pratiques pédagogiques aussi, ça se retrouve sans arrêt, où je viens régulièrement dire que il n'y a pas que moi, hein, ça a été théorisé à bien des égards par ailleurs, mais que la notion d'individu vient décomplexifier les relations et les intrications en séparant, pour ainsi dire, les personnes, des lieux, des temporalités, comme si on pouvait désigner l'appartement sans désigner l'habitant. Donc l'habitabilité, par sa définition, sous-tend une relation, pas uniquement les conditions réunies pour habiter, mais une certaine réciprocité et intrication, on va dire, entre le bâti et le vivant, par exemple. Alors, je m'essayais au jeu de mots hier, responsabilité, j'arrive même pas à le faire. Responsabilité, responsabilité. Bon, ok, j'avance. Comme la forêt, nous sommes des systèmes complexes et en interconnexion, et nos corps individuels ne nous finissent pas. Et comme l'explique Ingold avec sa forêt à nouveau, ou Haraway en décrivant son approche symbiotique, nous n'avons jamais été des individus. Alors comment habiter ? Dans sa nouvelle Rajustement, l'auteur de science-fiction Philippe Cadic décrit un monde découpé en secteurs, dont les programmes sont mis à jour régulièrement par un protocole de désénergisation, qui doit être exécuté avec précision. Alors par un mauvais enchaînement de cause à effet, un chien qui devait se réveiller dans les temps pour que le héros arrive en retard à son travail, le héros de l'histoire rate la mise à jour de son secteur et se retrouve ainsi déphasé, sans plus comprendre le monde qui l'entoure. Il assiste à une désénergisation du monde, tout s'écroule autour de lui. Puis, quand il se réveille, il ne reconnaît plus rien et les autres et lui-même pensent qu'il a perdu la raison, à la manière d'une personne diagnostiquée schizophrène. La nouvelle de Cadic fait ainsi écho aux écarts entre l'imprédictibilité du vivant et le cadre qui tente de la contenir. Ce cadre est une sorte de méta-état, de structure gouvernementale au-dessus du monde. Le héros entre dans une cabine téléphonique complètement affolée pour prévenir la police, et la cabine s'élève dans le ciel pour rejoindre les employés de bureau. Les employés de bureau expliquent au héros qu'il est victime d'une erreur administrative. Et donc, j'en conclus que selon Cadic, la schizophrénie est une erreur administrative. Le vivant finit toujours par s'extraire du modèle depuis lequel on souhaite l'anticiper. Dans Rajustement, l'espace habitable est découpé en tranches, des secteurs numérotés programmés. Ce sont des suites de lieux découpés, déconnectés, décorrélés, sans relation complexe. C'est une immense carte lumineuse apparue. Ed retint sa respiration. Les bords de la carte se fondaient dans des ténèbres ambiantes. Il distingua un réseau sans fin de connexions bien délimitées, formant un lacis de carrés et de lignes droites. Chaque carré portait une marque, certains émettaient une lumière bleue. Les lumières changeaient constamment. Dans le monde normal, hors science-fiction, on va dire, dans lequel nous serions,
On retrouve ainsi des lieux découpés pour des prospections. Là, c'est par exemple un quai voyage en vue de prospection dans le désert chinois. Je n'ai pas trouvé une meilleure image, désolée. Ou pour des forages de matières premières, ou encore comme en archéologie. L'archéologie. C'est-à-dire, je vous recommande la lecture du mémoire de Noria Kaoujdi, sur l'état stratigraphique des sols. Je vous recommande ça aux étudiants. C'est-à-dire qu'on trace des mètres carrés et on découpe à la recherche ici de traces, de ressources, et on espère que l'espace de la coupe vient, pour ainsi dire, neutraliser, et neutralisant ou est neutre, le fait de couper soit neutre. On a aussi une histoire de la coupe territoriale depuis le remembrement agricole, dont on connaît maintenant vraiment les écueils et encore que, qui est le fait de vouloir regrouper des parcelles dans des formes géométriques à la fois plus grandes pour des soucis de productivité, mais aussi des formes géométriques, on va dire, plus enclines au passage des machines, et qui fait qu'on crée des systèmes d'érosion et d'appauvrissement des sols totalement catastrophiques, en fait. Et on sait qu'aujourd'hui, un étudiant de l'école travaille là-dessus, qu'une partie des subventions agricoles, notamment dans la région, se fait depuis des vues satellitaires et des découpes de territoires qui n'ont très peu à voir finalement avec la question, je ne sais pas, des sédiments, de la fertilité des sols, etc. Alors, on a aussi une autre façon de découper le territoire. Par exemple, le territoire est découpé de cette façon, un peu à la réajustement de Philippe-Cadic, quand on parle des eaux internationales. Et il y a quelques temps, j'ai lu en entier, je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais je vais vous en lire quand même un passage, un article qui m'a profondément heurté et marqué sur l'enquête de la noyade de 27 migrants dans la Manche en 2021. On vient de passer à côté de eux, des migrants, enfin des cadavres. Ils sont morts. D'accord, monsieur, donc les migrants sont dans une embarcation. Il vous semble Delta, Charlie, Delta décédés. Non, 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 ils sont dans l'eau, mais eux, ils sont morts. Il est 13h49, le 24 novembre 2021, quand le patron pêcheur du bateau Saint-Jacques II prévient par radio le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage maritime, le CROSS, du Pas-de-Calais, composé de militaires et sous l'autorité du préfet maritime de la Manche de la mer du Nord. Ce jour-là, 27 corps seront repêchés, dont ceux de 6 femmes et d'une fillette. Seuls 2 survivants seront secourus. Et donc, tout l'article déploie le nombre de tentatives des migrants de joindre les secours. Il est 1h48 et ils appellent pour dire que le bateau est cassé. Et donc, selon la procédure usuelle, l'opératrice lui demande d'envoyer par la messagerie WhatsApp sa géolocalisation. À 1h51, la personne au téléphone, une personne téléphone au SAMU du Pas-de-Calais qui transfère son appel à nouveau au CROSS. Le bateau est localisé à 2h05 et entre 2h05 et 2h06. À 2h10, l'embarcation signale de nouveau la localisation par WhatsApp qui la situe toujours dans les eaux françaises. Les personnes à bord continuent d'appeler. L'heure d'un de ces appels à 2h15, alors que les cris et les pleurs se font entendre, l'opératrice du CROSS leur dit de garder leur calme et que le bateau des secours arrive. En réalité, à 2h28, alors que le CROSS a actualisé la localisation du bateau, il rappelle les Anglais. Ils sont actuellement dans votre zone. Alors, il y a encore un appel au SAMU, et le SAMU renvoie les migrants au 999, c'est-à-dire les secours anglais, puisqu'ils sont dans la zone anglaise. Les passagers vont malgré cela continuer d'appeler les Français, pas moins de 15 fois entre 2h43 et 4h22. En vain, jusqu'à 3h30. Un passager explique alors qu'ils sont dans l'eau. Oui, mais vous êtes dans les eaux anglaises, au moment où l'opératrice tente de transférer l'appel à Douvres. La communication coupe et on commence un aparté à dire « Ah ben si t'entends pas, tu ne seras pas sauvé », etc., etc. À 3h49, le SAMU reçoit à nouveau des appels. Le canot est en panne. À 4h09, un passager implore. À 4h16, l'opératrice dit « Je vais lui sortir la phrase magique, pas de position de bateau de secours ». À 4h03, portant sur WhatsApp, le CROSS continue d'enjoindre aux passagers d'appeler le 999, puisque les migrants se trouvent dans les eaux anglaises.
Donc voilà, on est sur un schéma de répartition de monde en secteurs, avec des lignes fixes, depuis des mouvements et des courants maritimes flottants, enfin courants. Voilà. Donc la fixité des lignes des eaux internationales a fait qu'on peut passer comme ça d'un endroit à un autre pour se noyer entre deux eaux et mourir entre deux eaux. Et les eaux anglaises et les eaux ça renvoie à cette idée de responsabilité, c'est-à-dire de comment on est interdépendants les uns les autres et comment finalement on peut être pris par le mouvement des courants vis-à-vis de la fixité des secteurs. Ça m'a renvoyé un peu à cette idée de Latour qui dit si c'est seulement quand les humains voient la pollution revenir sur eux qu'ils commencent enfin à vraiment sentir que la Terre est bel et bien ronde. Cette découpe en secteurs, finalement, c'est l'inverse de la planète ronde. Alors l'épuisement. L'épuisement, c'est l'action de vider à force de puiser. Action de vider quelque chose de son contenu ou de sa substance, un état de ce qui est épuisé. En parlant d'un animé, l'épuisement, c'est le fait d'être réduit à un affaiblissement complet, courir jusqu'à l'épuisement, tomber d'épuisement, épuisement physique, moral, cérébral. Voilà. Alors, je suis au début un peu de cette recherche, ou alors je suis en plein dedans, et puis du coup, j'arrive pas encore tout à fait à la formuler, je sais pas. Mais cette idée d'épuisement recoupe un certain nombre des projets que j'ai pu conduire en tant qu'artiste, mais surtout qu'on a conduit collectivement ici à l'école, sur lesquels je vais revenir. Et l'idée de ce titre et de cette intervention m'est venue après avoir dansé 7 heures et dans un certain état d'épuisement à 4 heures du matin. C'est comme si toucher au bout de mes ressources permettait d'en trouver de nouvelles. Je vous renvoie à ce travail de Leaky Traces de Charles Heller et Loza Penzani sur l'anti-atlas des frontières et sûrement sur les dérives des migrants en eau internationale. J'ai oublié de vous mentionner la référence, pardon. Alors, les lieux auxquels je vais m'intéresser, c'est exactement l'inverse des cabanes. Là, j'avais envie de mentionner le travail d'une ancienne étudiante, Naïma Lecomte, sur sa série d'habitats qui sont dans la zone de Bauduc. Bauduc, c'est donc en Camargue. C'est des habitats tolérés, intransmissibles, incessibles, qui n'ont pas le droit d'être étendus et donc qui sont construits vraiment depuis des usages, des nouages, comme dirait Marielle Massé. Dans son texte Nos cabanes, elle revient sur l'idée de devoir habiter un monde abîmé et que la cabane est la seule façon de le faire. Elle n'est pas du tout dans le fait de faire l'apologie des logiques de la précarité de l'habitat ou des logiques de survie. Elle est vraiment à penser que nos cabanes, c'est une façon de penser l'habitat qui crée du nouage, du nous, du lien, une façon d'être en accord finalement entre les nécessités, on pourrait dire, du vivant, les réalités terriennes, et le fait que, de toute façon, c'est plus la peine de déclarer qu'on serait en mode survie, mais que nos vies n'auront plus qu'à faire qu'avec ce monde abîmé. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Marielle Massé, pendant le premier confinement, on l'a rencontrée lors d'une lecture collective, en visio évidemment à ce moment-là, et on a beaucoup discuté avec elle de son texte. Et un des étudiants, Corentin, en doctorat, est alors revenu sur la cabane de Théodore Kaczynski, surnommé Una Bomber, qui est un terroriste américain qui a perpétré un certain nombre d'attentats en ayant une idéologie, en voulant lutter contre le progrès technologique, la société industrielle. Donc, il avait l'habitude d'envoyer des bombes artisanales un peu random, comme ça. Ils ont fait 3 morts et 23 blessés. Et il a envoyé 16 bombes. Il a finalement été repéré et arrêté en 1996, avant d'être condamné à la prison à perpétuité. Et pour préparer ces bombes, il vivait isolé dans une cabane au milieu des bois. Et cette cabane, et c'est pour ça que j'avais envie de la mettre là, dans le nœud de cette intervention, a été exposée ensuite au New Museum de Washington pendant plusieurs années, ainsi que ces bombes artisanales. Et je trouvais très intéressant la capacité du monde à absorber une cabane, puisqu'elle a été mise en boîte et à certains égards, elle s'est retrouvée dans une institution culturelle qui est venue fixer son usage de cabane comme une sorte de mémorial qui est venu la tétaniser. Et cette histoire me permet d'assurer la transition vers les lieux qui m'intéressent aujourd'hui. Alors, les lieux qui m'intéressent aujourd'hui, c'est les lieux fabriqués par les humains uniquement. Je ne vais pas aller en forêt. Et puis, c'est les lieux auxquels j'ai été confrontée, où nous avons été confrontés. Donc, c'est les lieux à l'inverse des cabanes. Ce sont un peu les aéroports, les prisons, les hôpitaux psychiatriques, les écoles d'art.
une certaine école d'art, qui sont en fait des lieux fondés depuis des programmes. Des programmes qui sont des intentions claires, d'usage préprogrammé en amont de leur construction. Alors on peut recycler des bâtiments, etc. Je ne vais pas rentrer dans ça, mais en tout cas, à un moment donné, on déclare que le lieu est une prison, que le lieu est un HP, que le lieu est une école d'art, et on organise un programme, quoi. Et comme Guillaume Pascal finira la journée sur les dérives programmées, je pensais bien d'introduire ce mot à ce moment-là. Par certains égards, ces lieux sont rendus inhabitables alors qu'ils ont une vocation à être habités, comme une prison a vocation à être habitée. Alors, je ne reviendrai pas du tout sur les hétérotopies, tout ça. J'essaye d'élaguer un peu mon affaire, histoire de ne pas revenir trop en arrière. Je sais que ça existe, voilà, je voulais juste le dire. Non, mais tout ça, ouais. Et donc, finalement, qu'est-ce que je considère comme étant inhabitable? Parce que, voilà. Eh bien, je pense que c'est des lieux préprogrammés qui se veulent étanches entre extériorité et intériorité et qui génèrent des asymétries relationnelles et des invisibilisations. Ce sont des lieux qui puisent et qui épuisent. Ils épuisent car ils vident les ressources au sens très large de la facture d'électricité à l'incapacité des interactions humaines et du vivant. Et la question que je me pose, c'est comment épuiser ces lieux, c'est-à-dire quelle marge il nous reste pour habiter des lieux, comment finalement épuiser le programme du lieu, car pour moi, épuiser son programme, aller au-delà de ce que le programme peut permettre du lieu, que ce soit une prison, un hôpital psychiatrique ou une école d'art, c'est enfin pouvoir l'habiter. Ainsi, ces lieux provoquent chez nous une certaine forme de résistance, une impression de devoir résister à un ensemble de forces en présence. Donc, je voulais vous parler maintenant un peu de cette notion d'étanchéité. Les lieux qui épuisent sont à l'image de rajustement, ils reposent sur un fantasme de l'étanchéité. Devenir étanche, c'est-à-dire couper l'extérieur de l'intérieur et réciproquement, c'est finalement mettre le monde en secteur. Alors ça m'a rappelé cette histoire de zones sensibles et de zones habitables qu'on retrouve chez Latour. Il dit « La Terre semble capable de maintenir activement une différence entre l'intérieur et l'extérieur d'elle-même. Elle a quelque chose comme une peau, une enveloppe, mince pellicule. » Mais ça ne veut pas dire que la Terre est étanche, ne serait-ce que parce qu'il y a des éruptions volcaniques. Mais ici, c'est vraiment, pour moi, dans cette préprogrammation des lieux dont je parle, une nécessité d'une étanchéité. Alors, il y a parfois une obligation à l'étanchéité. La stérilisation d'une chambre médicale, par exemple, c'est complètement fondamental. La stérilisation d'un voyage spatial, ça permet qu'une observation ne devienne pas une invasion. On a cette nouvelle d'Isaac Asimov qui explique que des voyageurs spatiaux arrivent sur une planète et rien que le fait d'arriver ruine la énième tentative de vie sur la planète parce qu'elles viennent la polluer avec de nouvelles bactéries. Mais en politique, on retrouve très très souvent cette idée d'étanchéité, rendre les choses étanches, quitte à les stériliser. Alors pour moi, j'en parle souvent, parce que je sais pas, ça a été traumatique, mais pas que pour moi. Au paroxysme de cette étanchéité, vous avez le mur sur la frontière mexicano-américaine sous l'ère Trump, parce qu'il y avait quelque chose d'assez délirant de vouloir rendre étanche une frontière sur des milliers et des milliers de kilomètres, alors qu'elle a des lacs, des déserts, des reliefs, des vies, des villages. Depuis les 2 derniers mois de son mandat, Trump, rêvant toujours de son mur, a tenté d'avancer les travaux à la frontière à marche forcée. Les entreprises mandatées ont dévasté des cimetières autochtones et des réserves naturelles. Pour passer ainsi en force, l'ancien président états-unien s'est servi 60 fois d'une loi sur la sécurité nationale. Alors j'ai lu un texte d'une chercheuse en santé mentale, l'autre jour, qui m'a assez touchée, qui disait « Le délire a souvent à voir avec la fixité d'une idée. » En fait, paranoïa, qui veut dire la pensée et son fonctionnement rigide, ça renvoie à la fixité du délire. Ce qui compte dans le délire, c'est la fixité de l'idée, le fait de ne pas considérer d'alternative possible à une conviction inamovible. Et la chercheuse en question cite un exemple, une personne qui avait tous les examens médicaux, avec tous les examens médicaux, on voyait qu'elle avait une fracture de la jambe, et la personne disait « mais non, j'ai juste un bleu ». Le mécanisme de l'idée délirante, c'est la rigidité, un mode de rapport aux autres et un monde unilatéral et fixé. Alors rien n'a en effet fait dévier Trump de son idée fixe, à savoir mettre un mur de 5000 km entre deux pays.
Et ce qui m'intéresse dans l'idée fixe, c'est que finalement, ça rend l'espace mental inhabitable, mais par extension, ici, la frontière mexicano-états-unienne. Alors je plaisante un peu, mais pas tant. C'est un peu une blague, mais pas tant. C'est parce que j'essaye de regarder finalement cette histoire d'habitabilité depuis l'idée d'un bâti fondé depuis une certaine idée fixe, un programme. Voilà. Et je m'intéresse au moment où le bâti et l'idée fixe, finalement, se fondent en une seule entité, au détriment d'une déprogrammation, d'une ouverture à la porosité ou à l'altérité. Jacques Rancière dit toute institution, une explication en acte de la société, une mise en scène de l'inégalité. Son principe est et sera toujours antithétique à celui d'une méthode fondée sur l'opinion de l'égalité et le refus des explications. Alors, c'est là où je m'intéresse à des exemples comme, je vous renvoie au livre de Joyce Orman, À la folie, qui revient sur le fait que quand on arrive en hôpital psychiatrique, on est dénudé, enfin, dans certaines unités, pas partout, privé de ses objets personnels, on est habillé d'un pyjama de papier. Et l'idée, c'est de couper la personne de son extériorité pour venir soigner son intériorité. C'est de créer une absence de porosité. Pareil, quand la gardienne de prison, pour ma visite, vient me regarder dans la bouche, il est hors de question que je lui fasse la même chose. Je ne peux pas aller regarder dans sa bouche. Donc les lieux dont je parle qui sont inhabitables, ce sont des lieux qui déclenchent une asymétrie relationnelle, dans lesquels il n'y a pas de possibilité de renverser et d'être dans autre chose qu'un rapport inégal. Alors, systématiquement, ces volontés d'étanchéité créent de la clandestinité, que ce soit des tunnels sous les lignes de Gaza ou sous les lignes mexicaines, que le fait de créer des objets en prison, comme des machines à tatouer ou autre chose, puisqu'il n'y a pas de porosité, depuis l'espace in situ, on essaye de la créer, de le recréer et de reprendre le pouvoir sur le lieu qui est, selon ma définition de cet instant, devenu inhabitable. Alors, je vais vous parler maintenant de Nicolai. En 2020, le jeune économiste Nicolai souhaite, le 13 mai 2020 pour être exact, souhaite rejoindre sa femme à Bucarest pour lui faire une surprise pour ses 30 ans, en pleine crise pandémique. Le 12 mai 2020, il est arrêté à la frontière, pris dans un convoi. Et puis, il est amené pour une durée de 2 semaines à l'hôtel Ramada à Bucarest, étage numéro 7, chambre 719, orientation sud-ouest. Alors moi, depuis Arles, je lui fais une proposition. Je lui dis qu'il va falloir passer le temps et donc on met un protocole d'habitabilité en place. On décide de réhabiter l'espace sans aucune aide extérieure, parce qu'il n'avait même pas le droit de sortir dans le couloir. C'est vraiment un confinement dans la chambre. Je lui demande par exemple d'énumérer les objets, de le mesurer avec la paume de la main. On essaie ainsi... On essaie ainsi de rendre l'espace plus grand en prenant une échelle de mesure et de vie qui soit plus petite. C'est une sorte de rajustement finalement, et ça renvoie à l'idée de la côte de la Bretagne chez Benoît Mandelbrot qui a conceptualisé les fractales et qui dit qu'à l'échelle de l'humain, la Bretagne a une certaine découpe, mais à l'échelle de la souris, c'est à l'infini cette découpe de la falaise de la Bretagne. Si on va dans tous les repliements de la côte de la Bretagne, c'est à l'infini. Et donc, par ce principe d'énumération, ça permet à chaque objet d'ouvrir d'autres projections mentales et finalement d'ouvrir la place à des récits. Ensuite, j'ai demandé à Nicolai de m'expliquer, comme il est économiste, un principe économique chaque jour et d'essayer de l'illustrer avec les objets en présence. Donc là, vous voyez des images de ces principes économiques, de diagrammes depuis la bouilloire ou les serviettes de bain. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, l'espace mental de l'économie ne soit pas vraiment suffisant. Et il est parti, je lui demande de décrire l'espace s'il devait rester là 100 ans. Et c'est marrant, il est allé jusqu'à la science-fiction et à s'inventer attaqué par des zombies, quoi.
puis, le mardi 19 mai 2020, Nikolai m'appelle et il m'explique qu'il a un problème avec son employeur. En fait, il n'a pas compris une loi en France. Il était en télétravail, mais il n'avait pas le droit de se déplacer. Et donc, l'employeur lui demande d'être là demain, alors qu'il est coincé à Bucarest, dans une chambre de laquelle il ne peut pas sortir. Je vous passe un peu les détails. C'est un énorme imbroglio institutionnel, finalement, de lois pandémiques qui s'ajoutent les unes aux autres, rendant la vie dans cette chambre complètement invivable, et sa vie tout court invivable. Et on en est arrivé à devoir faire des fausses attestations, que j'ai ici, du ministère de la Santé roumaine, avec des faux tampons, pour dire à son employeur que finalement, il était bien confiné à des fausses dates. Voilà. Et ce qui m'a intéressé là, c'est que dans cette addition des logiques pandémiques et institutionnelles, à savoir le ministère de la Santé roumaine versus le ministère du Travail roumain versus son employeur qui cherchait à dégraisser, on a eu d'autres choix que finalement recourir à une certaine forme de piraterie et de clandestinité. Comme le dit Rancière, finalement, Nikolai s'est retrouvé confronté à un refus d'explication. Il ne pouvait pas s'expliquer. Il ne pouvait plus expliquer quelle était la réalité de sa situation. Et dans cette chambre d'hôtel, nous étions en pleine asymétrie relationnelle. Pour recréer une forme d'égalité, pour s'extraire de l'étanchéité du dispositif, on a recouru au piratage. Je vous fais passer quelques images. Voilà, on voit un peu les diagrammes réalisés depuis les photographies, depuis les objets de la chambre, pardon, jusqu'au moment où il se fait attaquer par des zombies. Et donc là, il recompose une cabane. Et jusqu'au jour où il m'appelle en disant « Houston, on a un problème » et on en arrive à devoir du coup fabriquer ces fausses attestations. J'en ai encore pour 5 minutes. Voilà. Il n'est pas branché cet ordi. Il va s'éteindre. Okay. Alors juste ici, quelques images comme ça pour mémoire de la performance qui a été faite par Rienne dans l'éclat d'une exposition à Arles sous le commissariat de Margot Bonopéra, Grégoire Dablon et Fabien Vallos. Vous voyez le plan de la chambre au sol en scotch à droite et le fait qu'on a rejoué l'espace de la chambre depuis le scotch au sol. Ça, c'est Nikolai qui rejouait une partie de ses pratiques sportives pendant qu'on lisait le journal. Dans Forme et déformation, paru dans les années 70, les 3 architectes, Bory, Micheloni et j'ai oublié le nom du troisième, pardon, je l'ai mal noté. Ah oui, pardon. Et Pinon expliquent que les forces, comment agissent les forces. Je refais. Les 3 architectes expliquent comment se forme et se déforme l'espace urbain et comment se forme et se déforme le bâti et quelles sont les forces qui sont en action. Il donne, je vous recommande ce petit bijou, il est extrêmement bien illustré et malgré qu'il soit sorti l'année de ma naissance, il est encore, je trouve, d'une grande actualité. Ici, vous voyez, c'est le sillon du labour dans le champ en fonction des roches sur place. Le sillon de l'agriculteur. Et donc, la façon dont tu dois recomposer avec sa parcelle en ligne droite, alors que sa parcelle n'a pas du tout cet espace-là. À droite, ici, tout à droite, les 3 architectes expliquent que tout d'un coup, on peut faire une trouée dans un espace urbain comme ça, une ligne droite, à la condition qu'il n'y ait pas de patrimoine. Sinon, il faut contourner l'église ou il faut contourner le cimetière. Il y a des endroits où, en fait, la force en présence, c'est-à-dire cette vocation à faire une ligne droite, ne sera jamais assez forte, plus forte qu'une église. Eyal Weissman de Forensic Architecture parle aussi de la logique guerrière, c'est-à-dire que s'il y a un endroit où on peut bien exploser le bâti et puis tracer les lignes comme on les souhaite, c'est quand on fait la guerre, c'est-à-dire on peut passer le bâti au char ou au rouleau compresseur. À l'époque où on est aujourd'hui, quand je dis l'époque, c'est vraiment le jour J+1, et les étudiants ont l'air fatigués de ce qui se passe actuellement. Non, je vous taquine. On se rend compte que finalement, les forces qu'on essaye de mettre en présence par rapport à cette résistance sur ce 49.3, c'est des logiques aussi d'occupation et d'occupation des habitats en fonction de leur déprogrammation. C'est-à-dire, finalement, on occupe
des ronds-points, la rue, l'espace de la rue. On essaye de venir opérer des trouées et de rendre moins étanche l'idée fixe du 49.3 en déformant l'espace de nos vies et l'espace urbain. L'autre jour, j'ai assisté notamment à un blocage d'autoroute et j'ai donc vu de frêles étudiants essayer d'arrêter le flux, arrêter le flux des voitures un certain temps. Et donc, je me suis rendu compte que ça, c'était une des techniques qu'on devait opposer de piraterie aujourd'hui, qu'on devait opposer à l'idée fixe politique actuelle. Bon, j'avance parce qu'en fait, ça, je reviens sur la Nef des Fous. La Nef des Fous, les étudiants la connaissent. C'est une occupation d'un bus qui a été loué entre Arles et Strasbourg et aménagé en hommage au texte de Sébastien Brandt du Moyen-Âge et de la peste de danse à Strasbourg. Ce texte était donc une typologie de la folie en 1492. Et c'est un des premiers livres qui a été publié au sens imprimé et diffusé sous le manteau. Et nous, pendant 16 heures, on est parti donc de Arles à Strasbourg, on a occupé l'espace de ces bus et on est allé occuper et habiter des endroits improbables. Donc dans le bus, il y avait des conférences, des dîners, des performances, des séances de psychothérapie, du chant, du karaoké. Et puis, quand on faisait évidemment, un atelier de couture et d'impression. Là, on voit le bus habité. Et puis, on a, sur notre route, on travaillait avec Fabrice Aragno, le producteur et chef opérateur de Jean-Luc Godard. On est aussi passé sur les routes de Jean-Luc Godard. On était avec un certain nombre de médiévistes, de spécialistes de la question de la Nef des Fous. Et sur la route, on s'est arrêté, par exemple, faire un banquet sur une aire d'autoroute avec Fabien Vallos, où on est allé à la rencontre dans un village du Jura des Enfers d'une chorale catholique en ayant fabriqué des costumes pour un carnaval sauvage. Et ça a fini à l'école des Beaux-Arts de Strasbourg avec l'association qui nous a accueillis dans le cadre d'une rave party. Voilà, bon, je passe un peu vite, c'était juste parce que c'était vraiment un des premiers projets que j'ai fait avec les étudiants et qui parle de cette histoire de l'épuisement, c'est-à-dire être 16 heures, on tourne... Ah bah t'es là, vas-y. En tournée montée, donc c'est un plan continu de 16 heures. On a 3 caméras, une régie, on tourne, on monte en même temps et à la fin on a un film de 16 heures qui est terminé avec donc aucune possibilité de s'échapper du dispositif et l'idée de produire une sorte de film tunnel et donc d'épouser finalement la route comme une sorte de film tunnel, un film qui prend forme sur le territoire et qui habite la route de ce film. Voilà. Il y avait tout un chapitre que je voulais faire sur le fait d'habiter des mondes numériques épuisés, mais je me suis dit qu'on serait épuisé avant que j'arrive à décrire ce chapitre, donc je vais maintenant conclure dans les 3 minutes qui arrivent. Voilà. Je vais parler du fait d'habiter l'école, ici, l'École nationale supérieure de la photographie. Je m'excuse. En 2020, il y a un article qui est paru d'une journaliste qui a écrit « En écartant son bâtiment de quelques mètres du mur d'enceinte, Marc Barani a en outre... » Attendez, je ne sais pas si c'est l'école qui m'étouffe, mais 2 secondes. Je reprends. En écartant son bâtiment de quelques mètres du mur d'enceinte, Marc Barani a créé en outre un espace insolite. Longues allées encaissées, plongées dans l'ombre de cette muraille puissante, propice à la pause cigarette, autant qu'à une exposition de photographie en plein air. Une passerelle enjambe au niveau de la rue qu'il faut traverser pour entrer dans l'école. En installant un vide archéologique sur le monde séculier et cette structure en suspension dans laquelle le paysage devient art et où l'art visible depuis la rue se fond dans le paysage, il en a fait un sanctuaire. Et effectivement, la première des choses qu'on a faites quand on est arrivé dans l'école, c'est une étudiante qui a fait ça, Charlotte. Elle a pris des images du patio, les a balancées dans Google Images et la seule chose qui ressortait à ce moment-là, c'était un funérarium. Donc nous étions bien et bien dans un sanctuaire. Et un sanctuaire, c'est d'une difficulté dingue à habiter, à être habité. Et donc, comme beaucoup le savent ici, on est dans un programme architectural décidé bien en amont,
en avance qui a été construit sans atelier pour les étudiants, parce que ce n'est pas une école d'art, mais une école de photographie. C'est ce qui nous a été dit, expliqué. Sans cafétéria, avec un certain nombre de contraintes et d'impossibilités qui ont été en plus absorbées ensuite par la crise pandémique, qui ont créé une sorte de nostalgie éternelle pour l'ancien bâtiment, tout en reconnaissant que c'est quand même pas mal cool d'être dans cet auditorium. Non, mais sans démagogie, c'est sûr qu'on est passé d'une gestion de l'ancien bâtiment, de la boîte à clés en aluminium et à l'autogestion permanente du bâtiment, à un bâtiment dit EPR, donc plein de contraintes liées à la réception du public. Le bâtiment ici est devenu aussi un espèce de miroir déformant de ce qui se passe à bien d'autres égards et à d'autres échelles, et avec nos collègues de la Tournouma en face, etc., se pose la question de la fixité de l'idée fixe du bâti par rapport à la complexité des usages du vivant, ou de l'habitabilité du vivant. Je ne vais pas résoudre ça maintenant, vous inquiétez pas. Ce que j'en ai remarqué aussi, c'est que le NSP, comme tant d'autres lieux, aujourd'hui participe à une certaine invisibilisation. Comme chez Cadic, par exemple, les employés du programme ne sont jamais connus des humains. C'est-à-dire les employés qui organisent des Coupes du Monde en secteur sont inconnus des humains. Je ne sais pas si vous aviez vu le discours de François Ruffin à l'Assemblée nationale sur le fait qu'il avait dormi dans son bureau une nuit et que finalement il était tombé sur le personnel de ménage. Et nous aussi, on est rendu à, par exemple, ici, un personnel de ménage qui arrive avant que nous, on vienne travailler. Donc on ne voit jamais. Je me rappelle toujours de ce jour où, dans ce même auditorium, j'ai demandé aux étudiants s'ils avaient remarqué quelque chose. Et personne ne m'a répondu qu'ils avaient remarqué quelque chose. Pourtant, l'agent de sécurité SIAP était passé devant nous, avait traversé tout l'espace et était venu badger pour attester qu'il avait fait correctement sa ronde. Et ça, c'est une pratique d'invisibilisation puisque personne ne l'avait remarqué. Alors, on peut constater finalement que ce genre de lieu nous amène à un certain épuisement perceptif, puisqu'apparemment, ça nous rend complètement aveugles. L'événement n'a pas été perçu. En 2004, au Japon, l'architecte Philippe Ram propose le Ghost Flat. Donc, c'est un appartement qui superposerait finalement les pièces, les lieux d'habitation, qui ne seraient visibles qu'en fonction des longueurs d'onde. C'est-à-dire, dans la lumière verte, vous voyez la salle de bain, dans la lumière bleue, vous voyez la chambre, et dans la lumière rouge, vous voyez le salon. Alors, théoriquement, ça doit être invivable, mais peu importe. Moi, l'idée m'intéresse parce que je pense que c'est vraiment comme ça que fonctionne aujourd'hui un programme architectural, c'est-à-dire par des systèmes qui partagent le même espace, mais qui s'invisibilisent les uns des autres. Et donc, la semaine dernière, nous avons fait avec les étudiants un voyage spatial, un voyage social, dans un vaisseau spatial, dans un vaisseau social. Et donc, sur la proposition de Guillaume Pascal, nous avons embarqué pour Mars. En fait, on s'est rendu compte à nouveau, peut-être comme dans l'histoire avec Nicolas, qu'une des façons d'habiter ce lieu, c'était de se raconter des histoires et de déclarer un autre régime spatio-temporel. On a donc mis une horloge martienne qui nous a montré qui jouait sur le décalage entre l'horloge avec l'horloge terrienne, c'est-à-dire que le temps sur Mars s'écoule 2 fois plus lentement. Et on a demandé à passer une nuit à l'école. Alors, on a eu une discussion avec Delphine. Elle m'a dit, mais t'en fais un principe de passer une nuit à l'école? Et puis j'ai fait non. Je fais oui. Non, mais oui. Et à la fin, je me suis surtout dit, mais c'est pas que je fais un principe de passer une nuit à l'école, mais c'est que c'est le seul espace inédit qui enthousiasme les étudiants et qui les replonge dans une forme de création collective. Donc, on a réussi à passer la nuit à l'école et à déprogrammer le lieu et ses usages. L'espace d'une nuit paraît, comme fait Philippe Ram, un changement de couleur. On a déclaré qu'un premier espace, il y avait un sas d'embarquement. Ensuite, qu'un premier espace, c'était la lumière bleue, était la Terre. Qu'un deuxième espace, la lumière violette, serait le cosmos, on va dire, l'espace. Même si c'est plus complexe que ça. Et un espace rouge serait la planète Mars, par un simple changement de lumière. On a aussi confisqué les téléphones portables aux gens qui ont embarqué dans l'aventure pour essayer de se mettre dans cette condition d'éternel présent que nous propose Philippe Cadic. Et on a dormi sur place, suite à un certain nombre d'activités. Je vais vous montrer les images. Moi, j'avais le sentiment d'être un espèce de vaisseau en permanence, comme une sorte de vigie, finalement. Et
Ce qui nous a permis de croiser le personnel de ménage et de faire le ménage avec eux à 6 h du matin et de leur offrir le café. Alors, d'aller sur Mars, c'est le deuxième projet où j'ai l'impression qu'avec les étudiants, on a réussi. Je pense qu'on a trouvé une stratégie d'occupation qui est celle de se fondre avec le bâti. C'est-à-dire que finalement, se fondre avec les lignes du bâti et les lignes de cette architecture, qui est le résultat de ce programme architectural et de la volonté de l'architecte. On avait fait déjà un peu ça dans l'exposition In Vivo en 2020, puisqu'on avait évidé les cimaises et que depuis l'extérieur, on avait l'impression que l'exposition était traversée ou était complètement vide. Et donc on s'était un peu camouflé, on s'était mis dans un régime d'invisibilité pour finalement habiter l'espace depuis la structure architecturale elle-même. Et donc finalement, pour augmenter les potentiels de l'habitabilité, on s'est camouflé, on s'est camouflé. Et là, je pense qu'on en est rendu à un certain point. Voilà, c'est un peu ça qu'on fait maintenant pour habiter l'école, on se camoufle. Et une de mes pistes aujourd'hui par rapport à ce qu'on essaye de mettre en place avec les étudiants, ou de démettre en place, surtout ne rien mettre en place, c'est peut-être plutôt ça qu'on cherche à faire, c'est finalement d'agir comme les blobs. Alors, parce que j'avais envie de caser les blobs peut-être, je ne sais pas si ça tient cette histoire. Mais en gros, les blobs sont des êtres vivants dépourvus de cerveau. Ce sont des organismes qui défient toutes les lois scientifiques. Ils ne sont ni une plante, ni un champignon, ni un animal, et ils sont capables de se déplacer pour se nourrir. Et d'ailleurs, Thomas Pesquet, on en a pris avec lui dans la station internationale pour observer leur croissance et leur migration. Alors je me suis demandé si parfois, face à une certaine inhospitalité ou inhabitabilité, nous n'avions peut-être pas d'autre choix que de devenir des blobs et se coller à la structure sans qu'elle puisse nous voir. Et je vous passe les images de Spatia Valesque.
Voilà, merci à vous. On fera un temps de discussion après les interventions de Violaine et Emma. Donc ça va être autour de Violaine Sauter. Attendez.